peut donner deux éléments de réponse. D'abord, peut-être nuancer un peu l'image qu'on avait du Sénégal comme étant exemple de la violence politique à travers son histoire, parce que depuis l'indépendance, il y a quand même eu plusieurs épisodes de violence politique, notamment lors des élections de 63, au moment de mai 68, les élections aussi de 88 et 93. Donc en fait, souvent, il y avait la violence politique en contexte préélectoral ou post-électoral, qui ont vraiment marqué l'histoire du Sénégal. Puis aussi deux moments ou événements aussi de violence politique, c'est notamment le conflit en Casamance qui s'est étiré sur la durée, entre le début des années 80 jusqu'à nos jours, et aussi la crise de 1989 entre la Mauritanie et le Sénégal, où il y a eu des dizaines et des dizaines de morts et des centaines de milliers de réfugiés. Donc il y a quand même ce passif, entre guillemets, de violence politique au Sénégal, mais dans ces contextes particuliers, notamment électoraux. La différence avec cette fois-ci, c'est que là, ces violences politiques se sont étendues à l'ensemble du territoire national. Donc ça, c'est un peu nouveau par rapport aux contestations électorales des années 90, qui étaient surtout cantonnées, disons, dans les grandes villes, et principalement à Dakar et Saint-Louis. Donc là, il y a vraiment eu une généralisation, si vous voulez, de ces événements. Alors maintenant, sur le déclenchement de ces manifestations, donc c'est d'une part cette affaire du salon de beauté, où le candidat d'opposition Ousmane Sonko donc, est accusé par une employée de ce salon de massage de viol répété. Et donc il y a une procédure judiciaire qui s'est enclenchée contre Ousmane Sonko, et il était convoqué par la justice. Et en fait, dans les événements qui ont mené à cette convocation devant la justice, le pouvoir a décidé de l'arrêter, et donc ses partisans s'y sont opposés. Et donc le déclencheur a été la mobilisation des militants de son parti pour soutenir leur leader Ousmane Sonko. Par la suite, sont agrégés à ces militants de son parti toute une série de jeunes issus de différents quartiers de Dakar, puis de villes du Sénégal, qui ont manifesté pendant plusieurs jours contre le pouvoir. Alors, sur les causes de cet engagement de la jeunesse, au-delà des militants du parti PASTEF qui soutiennent Ousmane Sonko, il y a bien sûr un élément conjoncturel qui est les conditions de vie qui se sont dégradées à cause du couvre-feu qui a été imposé en raison de la pandémie Covid. Donc il y a, en plus des frustrations politiques, donc les frustrations sociales liées à la difficulté de la vie, notamment pour tous ceux qui travaillent et qui vivent du secteur informel, qui ont été fortement affectés par la pandémie. Et il y a aussi le contexte en toile de fond plus structurel, le contexte économique plus large du Sénégal des dernières années, où certes il y a eu un taux de croissance important qui s'est maintenu autour de 6% pendant plusieurs années. Il y a eu un gros investissement dans les infrastructures, mais les infrastructures ne se mangent pas, entre guillemets, le taux de croissance ne se mange pas. Les slogans sur l'émergence que le pouvoir met en circulation non plus ne suffisent pas en termes de satisfaction des citoyens, en termes de demande sociale tout simplement, qui n'est pas, à laquelle le pouvoir ne répond pas suffisamment. Oui, en un sens, clairement, on révèle une crise multiforme du système politique sénégalais, qui au fond est cette histoire qui se répète un peu, de présidents issus d'une alternance politique, démocratiquement élus, mais qui, une fois élus, en fait, reconduisent une forme de projet hégémonique, de projet de soit coopter les membres de l'opposition, soit les écarter radicalement, ce qui ne permet pas à une opposition d'exister et au débat politique de se dérouler de façon apaisée. Donc en fait, cette tentation qui était à la fois celle du président Abdoulaye Wade après son élection en 2000, qui est celle du président Macky Sall depuis son élection en 2012, et voilà, cette volonté de court-circuiter toute opposition à leur pouvoir, et qui révèle au fond un problème plus structurel au Sénégal, qui est celui de l'hyperprésidence, simplement. En fait, le fonctionnement du régime politique sénégalais est entièrement déséquilibré par cette pratique présidentialiste des institutions, donc qui n'était pas le propre du régime actuel, c'était déjà le cas sous la présidence Senghor, présidence Diouf et présidence Wade, mais entre guillemets, cette dérive présidentialiste a été aggravée récemment sous le dernier président, puisqu'il a même supprimé en fait, le poste de Premier ministre en 2019, et du coup il se retrouve sans fusible et aussi sans espèce de force intermédiaire entre lui et la population, quand la population est mécontente. Donc le problème de fond est quand même cette hyper-présidence sénégalaise qui finalement n'a pas évolué institutionnellement dans le bon sens, entre guillemets, qui a plutôt donné l'impression de faire une forme de clôture, une clôture autoritaire plutôt qu'un approfondissement démocratique, alors même que le candidat a été élu en 2012 sur ses promesses aussi de réformer aussi institutionnellement le Sénégal. Alors Ousmane Sonko est d'abord un homme politique jeune, né en 1974, fils de petits fonctionnaires de la
fonction publique sénégalaise, qui a donc fait carrière d'abord comme inspecteur des impôts et domaines, et qui en fait s'est retrouvé dans la politique à cause de sa profession d'inspecteur des impôts, puisqu'il a commencé dans le cadre de son organisation syndicale au sein de l'inspection des domaines à dénoncer des scandales de corruption ou d'accaparement foncier, etc. Et du coup, il a été radié de la fonction publique par le président Macky Sall et a du coup créé un parti politique qui a combattu lors des élections de 2019 contre Macky Sall et qui a terminé 3e, donc autour de 15% des voix, ce qui était une forme de prouesse au vu des faibles moyens, etc., dont il disposait. Donc voilà son arrivée dans le système politique sénégalais. Du coup, étant un candidat jeune, il marque un renouvellement générationnel de la classe politique sénégalaise qui est plutôt plus âgé, puisque le président Macky Sall, Khalifa Sall, Idrissa Seck, les autres poids lourds politiques sénégalais sont d'une génération précédente, nés plutôt dans les années fin des années 50, début des années 60. Et donc il y a un peu cette déconnexion générationnelle, quelque part, entre une classe politique qui a ses codes et ses réseaux, et une nouvelle génération qui, elle, n'entre pas dans ses codes et ses réseaux, et il n'y a pas de dialogue toujours bien mené, disons, entre ces deux générations politiques. Alors, inévitablement oui, puisqu'il s'est mis en première position dans cette affaire, en fait, au fond, par le silence déjà, en ne réagissant pas, et du coup, il a donné l'impression de se désintéresser de cette affaire. Ensuite, comme j'ai dit, parce que, étant hyper-président et sans Premier ministre, il est du coup le premier visé par cette contestation populaire. Et aussi parce que, quelque part, il a entretenu l'électrisation du débat politique en refusant de se prononcer clairement sur le fait qu'il ne serait pas candidat à un 3e mandat. Parce que la constitution actuelle du Sénégal lui interdit d'être candidat pour un 3e mandat, mais au lieu d'acter ça, comme tout chef d'État élu aurait dû le faire, il a laissé entendre qu'il se prononcerait plus tard sur cette question. Et donc c'est ce refus de prendre clairement position sur le 3e mandat a électrisé le débat politique et a du coup écorné un peu sa légitimité, donnant l'impression qu'il aurait des tentations, comme le président Ouattara en Côte d'Ivoire ou le président Condé en Guinée, de vouloir rester au pouvoir par la suite. Alors il y a plusieurs éléments. Il y a un élément conjoncturel qui va dépendre au fond du processus judiciaire en cours, de comment cette affaire de plainte pour viol va évoluer, est-ce qu'il y aura un procès, etc. Donc ça va continuer comme un feuilleton judiciaire qui va peser un peu sur le déroulé de la fin du quinquennat. Ensuite, il y a la question des élections intermédiaires. En fait, il y a des élections municipales prévues bientôt et des législatives prévues l'année prochaine, qui pourront avoir pour effet, là encore, d'accentuer la crise au sens de polarisation du jeu politique, mais qui pourraient aussi calmer le jeu une fois que les élections se déroulent et que chacun, finalement, mesure combien il pèse électoralement. Ça permettra peut-être d'apaiser aussi le climat politique en vue de la présidentielle de 2024. Mais donc le problème de cette crise, c'est qu'elle fait comme si, finalement, tout le monde s'était mis en position de pré-campagne pour 2024. C'est dans longtemps, quand même, 2024. Et du coup, la fin du mandat risque d'être un peu chahuté, puisque les acteurs politiques se sont mis en fait en position comme s'ils étaient déjà en train de jouer le jeu de la campagne de 2024. Ça, c'est sur le plan, disons, politique. Sur le plan institutionnel, sur les réformes institutionnelles au Sénégal, ça, la société civile sénégalaise, dès 2009, a proposé un format pour sortir un peu de ce schéma de l'hyper-présidence. Donc c'est ce qu'on appelle les assises nationales. C'était ce conclave d'organisation de la société civile, d'universitaires, d'intellectuels, qui s'étaient réunis et qui avaient proposé aux différents candidats à l'époque déjà des réformes institutionnelles majeures pour évoluer vers un régime plus parlementaire, donc à rebours de cette régression présidentialiste, pour une vraie réforme de la justice, parce que l'indépendance de la justice au Sénégal est encore en question, voilà, donc couper le cordon ombilical entre la présidence et la magistrature, et aussi une réforme des médias, du secteur des médias, puisqu'on a encore la RTS, par exemple RTS 1, qui est donc le média public audiovisuel au Sénégal, qui ressemble plus à une télé des années 60 d'un régime autoritaire qu'une télé, disons, adaptée aux enjeux du 2021 en termes de, disons, propagande pour le régime. Donc voilà, il y a ces réformes importantes à faire dans le domaine institutionnel pour lequel la société civile sénégalaise a déjà déroulé quantité de plans d'action qui régleraient beaucoup des déséquilibres institutionnels. Et bien sûr, après reste le problème économique de fond, pour lequel là, le gouvernement a une marge de manœuvre plutôt limitée, mais qui suppose effectivement une politique massive en faveur de la jeunesse, en faveur de l'emploi de la jeunesse, puisque c'est vraiment l'enjeu principal. Et voilà, dérouler une politique qui va au-delà de la question des infrastructures et de savoir récolter des fonds à l'international. Il faut que ça se transmette dans le quotidien des Sénégalais, ces réformes économiques. Et là, c'est là encore que la population attend beaucoup.